C'est en juin 1942 qu'arrivèrent en Angleterre les premiers équipages de l'US Army Air Force sous le commandement du général Karl Spaatz. Entre 1942 et 1945, la 8e Air Force effectua des bombardements de jour au-dessus de l'Allemagne au moyen de ses B-17 et B-24 Liberator, tandis que la Royal Air Force pilonnait le Reich de nuit. L'appareil le plus connu de la 8e Air Force est sans nul doute le Memphis Belle, le premier B-17 à accomplir 25 missions au-dessus de l'Allemagne. 12 731 B-17 furent produits. Sally B est le dernier B-17G à être sorti des usines Vega. Il appartient à la B-17 Preservation Limited. C'est dans le sud de l'Angleterre, sur la base de Westmaling, célèbre pour le rôle qu'elle a joué dans la Deuxième Guerre mondiale, que se tenait en 1989 le 8e grand rassemblement de Warbirds. À partir de 1943, les B-17 furent escortés au-dessus de l'Allemagne par l'un des meilleurs chasseurs de l'époque, le P-51 Mustang. En 1940, le British Purchasing Council cherchait déjà un chasseur capable de suivre les bombardiers au-dessus de l'Allemagne, car le Spitfire et le Hurricane n'avaient pas suffisamment d'endurance. North American releva le défi et sortit son prototype en 117 jours. L'avion était propulsé par un moteur Allison de 1100 chevaux. Mais malgré d'indéniables qualités en combat aérien, ses performances restaient insuffisantes à haute altitude. En 1942, les responsables de la RAF proposèrent d'équiper l'appareil de moteurs Merlin plus puissants. La combinaison entre le moteur Rolls-Royce et les longs rayons d'action de l'appareil firent du Mustang le premier chasseur à traverser la frontière allemande au cours d'un raid sur Dortmund.
L'imposante collection d'avions de chasse de Stephen Gray comprend un très rare P-63 King Cobra. L'avion porte une livrée soviétique et représente l'un des milliers d'appareils fournis en pré-bail par les États-Unis à l'Union soviétique. Le King Cobra est un dérivé du P-39 Era Cobra qui vola pour la première fois le 6 avril 1939. L'une des principales particularités de cet appareil était que son moteur Allison V12 était logé derrière le cockpit et que l'arbre de transmission de l'hélice passait entre les jambes du pilote. Il était doté d'un train d'atterrissage tricycle. Son cockpit était spacieux et pour y pénétrer, le pilote disposait de 2 grandes portes latérales comparables à celles d'une voiture. Le King Cobra aurait pu devenir un grand chasseur, mais vu son faible taux de disponibilité ainsi que la méfiance des responsables britanniques vis-à-vis d'un appareil aussi révolutionnaire, la RAF le rejeta après seulement une mission de combat. Le passage en formation des Warbirds est sans conteste l'un des grands moments du show de West Malling. Sally Bay, qui évolue en compagnie de 2 P-51 et du King Cobra, est piloté ici par le capitaine Alan Walker, qui, dans le civil, pilote des longs courriers. Les Mustangs sont pilotés par Mark Hanna et Pete Jervis, tandis que Hoof Proudfoot, lui aussi pilote de ligne, vole sur le King Cobra. Aujourd'hui encore, avant de pouvoir voler seuls, les pilotes doivent effectuer un entraînement de base rigoureux. Entre 1939 et 1945, le de Havilland Tiger Mott était le principal appareil d'entraînement utilisé par la RAF et probablement l'un des meilleurs qui soit. L'équipe des Diamond Nines, qui présente ici 9 Tiger Mott en formation, a été inspirée par Colin Dodds. Sous la direction de Charlie Shee Simons, les Diamond Nines viennent des 4 coins de Grande-Bretagne et se réunissent en été pour participer aux plus grands shows aériens. Le premier vol du prototype du Tiger Mott remonte au 26 octobre 1931. Une version améliorée de l'appareil fut équipée d'un moteur Gypsy Major de 130 chevaux et désigné Tie Mott 2 par la RAF. Autre appareil construit à la même époque par de Havilland, le DH-84 Dragon, appartenant à Aer Lingus. Le prototype décolla pour la première fois le 24 novembre 1932 et, vu son succès comme avion de ligne léger, avion taxi et bombardier léger, de Havilland décida d'en produire 115 exemplaires. Cet appareil-ci fut évalué en vol par Geoffroy de Havilland lui-même depuis le terrain d'Hartfield le 18 avril 1936. Utilisé comme avion de tourisme, il fut retiré du service en 1959 avant d'être acheté par Aer Lingus en 1967 et remis en état de vol en 1986. Au début des années 30, les États-Unis cherchaient aussi un appareil d'entraînement. Ironie du sort, ce ne fut qu'après le départ de Lloyd Stearman pour la compagnie Lockheed que fut construit un avion qui portait son nom. En 1934, Boeing avait repris la division Stearman des United Aircraft. En octobre de cette même année, l'US Army porta son choix sur le Stearman X-75 qui fut rebaptisé PT-13. C'était la première fois qu'un avion répondait à la fois aux exigences de l'armée et de la marine, et l'on raconta même que c'était la première fois que l'US Army et la Navy se mettaient d'accord sur quelque chose. En tout, 10 346 PT-13, PT-17, N2S et Cadet furent livrés, dont 500 exemplaires munis d'un cockpit fermé. Au début des années 40, on en comptait des centaines alignés sur les bases de l'US Army. La marine les avait surnommés le péril jaune, jaune à cause de la couleur des ailes et péril parce qu'il était déconseillé de s'en approcher quand un pilote débutant était aux commandes. Voici l'un de ces appareils. Il commença sa carrière au sein de l'US Navy en 1942, puis, après la guerre, fut utilisé comme avion agricole. En 1987, Hugo Carr le modifia pour que quelqu'un puisse tenir sur les ailes.
Ce quelqu'un, c'est Ellen Tempest. Retenue seulement par un simple harnais, elle est la plus jeune personne à faire ce genre d'exhibition en Grande-Bretagne et est l'actuelle détentrice du record du monde de wing walking avec 2 heures 4 minutes passées sur les ailes d'un avion. L'appareil présenté ici est doté d'un moteur de 450 chevaux et peut atteindre la vitesse de 240 km/h. Les grands shows aériens attirent toujours des appareils rares, comme le superbe Catalina de Paul Warren Wilson et d'Arthur Gibson, le photographe bien connu. Spectacle encore plus rare, le Flying Heritage PT Flight, créé par Bob Mitchell, l'un des meilleurs pilotes acrobatiques britanniques. Ce PT-23 est l'un des 4 derniers appareils de ce type au monde et actuellement le seul à voler en Europe. Il est peint aux couleurs de l'US Army Corps et représente le second prototype du Sherman Fairchild, équipé d'un moteur radial continental de 200 chevaux, identique à celui qui propulsait le char Sherman. Le PT Flight est né en 1980. Son premier avion fut un Ryan PT-22 Recruit qui avait été conçu en 1934 par Claude Bryan, le constructeur du Spirit of St. Louis, à bord duquel Charles Lindbergh avait fait sa traversée de l'Atlantique sans escale. Tout comme le Tiger Moth, c'était un avion d'entraînement dans lequel chaque élève pilote effectuait ses 40 premières heures de vol avant de pouvoir monter à bord du PT-23 ou du BT-13 Vultee doté d'un cockpit fermé. C'est John Farley, le pilote d'essai du Harrier, qui est aux commandes du PT-23. Greg Hallam, ancien pilote d'essai, et Mike Oliver, pilote d'essai chez British Aerospace, pilote les 2 PT-22, tandis que Bob Mitchell, dernier de la formation, pilote le Vultee. Le véritable nom du Vultee est en fait le Vaillant. On en produisit à partir de 1945 plus de 9500, à la fois pour le compte de l'US Army que pour la Navy. Plus grand que la plupart des autres appareils d'entraînement, il fut construit à un plus grand nombre que les autres avions de sa génération. La simulation de combat entre 2 des plus grands chasseurs de la dernière guerre, le Spitfire et le Messerschmitt 109, fut l'un des temps forts du show. Le ME-109 est en fait un Buchon espagnol. Il appartient à Ray et Mark Hanna. La seule chose qui différencie le Buchon du ME-109 d'origine, c'est son moteur Rolls-Royce Merlin qui remplace le moteur Daimler-Benz. Le 109 était un chasseur étonnant et révolutionnaire à plus d'un titre. Il était équipé, entre autres, d'un moteur à injection qui lui permettait de voler sur le dos en combat, ce que le Spitfire ne pouvait pas faire. Il disposait également d'un canon de 20 mm dans le moyeu de l'hélice, de 4 mitrailleuses, dont 2 montées sur le bâtimoteur. Mais le Spitfire reste sans doute pour beaucoup l'un des plus beaux avions du monde. Il était si bon qu'on en produisit pendant et après la guerre 24 versions différentes. Le ME-109 avait l'inconvénient d'avoir un train d'atterrissage étroit, ce qui joua bien des tours à certains pilotes en phase d'atterrissage. Son autonomie était limitée et son capot moteur offrait une visibilité réduite à son pilote, surtout au sol. Il faut rappeler qu'en 1940, au cours de la bataille d'Angleterre, les ME-109 étaient supérieurs en nombre et en performance aux appareils alignés par la RAF et que les pilotes allemands avaient déjà pour la plupart une expérience du combat acquise lors de la guerre d'Espagne. Le Spitfire avait lui aussi ses inconvénients. Un train trop étroit, mais surtout un moteur équipé de carburateurs qui l'empêchait de rester longtemps en vol inversé. Aucun hommage aux équipages de la Deuxième Guerre ne serait complet sans ce fameux trio, le Lancaster, le Spitfire et le Hurricane du Battle of Britain Memorial Flight, basé à Coningsby, dans le Lincolnshire. Le Hurricane est issu du génie de Sidney Cam. Le Spitfire, quant à lui, fut extrapolé d'un des vainqueurs de la Coupe Schneider par Reginald Mitchell. Le Lancaster, enfin, fut conçu par Roy Chadwick. Cet imposant bombardier fut développé à partir de l'Avro Manchester,
Un bimoteur dont la carrière opérationnelle ne fut pas une grande réussite. L'addition de 2 moteurs supplémentaires en fit rapidement l'un des plus grands bombardiers de la Deuxième Guerre. En 1941, les choses ne se déroulaient pas très bien pour les escadrilles de bombardiers britanniques. En effet, les Lancaster, Halifax et Stirling ne disposaient pas d'aide à la navigation fiable. Ils devaient voler des milliers de kilomètres en pleine nuit pour attaquer un objectif qui avait parfois la taille d'une usine, en utilisant uniquement un compas, des cartes et en se guidant sur les étoiles. Il fallut attendre 1942 et l'arrivée du système de guidage oboé et des Pathfinder pour qu'enfin les bombardiers puissent faire la preuve de leur puissance. Le succès du Lancaster était dû à sa soute à bombe de grande dimension qui pouvait accueillir des bombes Tallboy de 5436 kg ou des bombes ricochantes utilisées par le 617e Squadron pour détruire les barrages de la Maune, de l'Eder et de la Ruhr le 16 mai 1944. Au cours de l'été 40, il y avait bien plus d'escadrilles de Hurricane que de Spitfire. Premier monoplan à entrer en service au sein de la RAF, le Hurricane devint rapidement un avion polyvalent, utilisé tant pour la chasse que pour l'attaque au sol. Il était un peu plus lent que le Spitfire et le ME-109, mais constituait une plateforme de tir très stable et était plus facile à fabriquer et à réparer que le Spitfire et son aile elliptique. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Sidney Cam. Il fut bientôt surclassé par le Focke-Wulf 190, mais continua à être utilisé sur tous les fronts comme chasseur et bombardier léger. Le Spitfire prit l'air pour la première fois le 6 mars 1936 aux mains de Mutt Summers depuis le terrain de Eastleigh. Il apparut très vite que ce serait un appareil exceptionnel. Sujet à de constantes améliorations, le Spitfire fut doté de moteurs plus performants comme le Griffon qui développait une puissance double de celle des premiers Merlin. Cet appareil-ci est l'un des 3 Spitfire Mark 19 utilisés par le Battle of Britain Memorial Flight. Il est piloté par le Squadron Leader Paul Day. Cette association a vu le jour sur la base de Biggin Hill en 1967 et a pour but de rappeler le rôle vital joué par la RAF dans la défense de la Grande-Bretagne. L'Avro Shackleton est un dérivé direct du Lancaster. Après la guerre, les Lancaster furent transformés en Lincoln. Initialement, le Shackleton était un Lincoln Mark III qui devait remplacer les B-17 et Liberator du Coastal Command dans les missions de lutte anti-sous-marine. Le retrait des Short Sunderland au début des années 50 força le Coastal Command à se rabattre de plus en plus sur le Shackleton pour assurer ses missions de reconnaissance, car il pouvait emporter des bombes, des charges de profondeur et d'autres équipements nécessaires aux opérations en mer. L'appareil que nous voyons sur ces images est un Shackleton AEW-2. Il est basé à Lossiemouth. Il est propulsé par 4 moteurs Griffon à hélice contrarotative. Le Shack, comme on l'appelle généralement, a un énorme rayon d'action. Il a eu une carrière opérationnelle exceptionnelle puisqu'il a été utilisé pour la première fois en 1949 et que son retrait est prévu pour 1990, date à laquelle la RAF recevra ses premiers AWACS. Le meeting de Westmelling était aussi l'occasion de fêter le 25e anniversaire de la patrouille acrobatique britannique. Les Red Arrows, commandés cette année par le Squadron Leader Tim Miller. La patrouille, qui vole sur 9 British Aerospace Hawk T1A, s'est, depuis sa création, produite devant des millions de spectateurs dans 38 pays différents. En fait, la patrouille est une escadrille à part entière, puisqu'en cas de conflit, ces appareils seraient camouflés, armés de 2 canons de 30 mm et de missiles Sidewinder, et viendraient appuyer les autres escadrilles de défense aérienne de la RAF. L'une des manœuvres les plus spectaculaires de la démonstration est le rollback, adopté maintenant par de nombreuses patrouilles étrangères. La présentation en vol comprend 18 figures comme le Diamant à 9, les formations Concorde, Apollo, Swan et Big Seven. La patrouille met en œuvre 2 solos qui effectuent des croisements devant le public pendant que le reste de la patrouille change de formation. Les 9 pilotes de la patrouille viennent de divers squadrons de chasse de la RAF et ont au moins 10 ans d'expérience sur jet.
Chaque membre passe 3 ans au sein de la patrouille avant de retourner dans une unité opérationnelle ou de devenir instructeur. Outre les 9 pilotes, la patrouille comprend un manager qui s'occupe à la fois du commentaire qui accompagne chaque show des Red Arrows et de tous les problèmes d'organisation. Un travail exigeant quand on sait que certains jours, les Red Arrows effectuent 2 ou 3 démonstrations. La patrouille fut formée en 1956 sous la direction du Flight Lieutenant Lee Jones, un ancien membre des Black Arrows. Il fut remplacé l'année suivante par Ray Hanna, qui demeura leader de la formation jusqu'à la fin de la saison 69. Vu l'enthousiasme dont font preuve les Britanniques pour l'aviation en général et les Warbirds en particulier, les organisateurs du meeting de West Melling s'efforcent de présenter chaque fois un appareil nouveau qui n'a jamais été montré au public. Pour cette édition, ils se sont surpassés en présentant ce magnifique Short Sunderland, seul exemplaire à voler aujourd'hui. Moment très attendu, le show du Sunderland, piloté par Ken Emmott, ancien commandant de bord sur 747 à la British Airways, a suscité l'admiration de tous. Pilote de Catalina pendant la guerre, Emmott avait piloté la version civile du Sunderland, le Sandringham, pour le compte de la British Overseas Air Company. Bien qu'il soit dépourvu d'armement, cet appareil n'est pas un Sandringham. En effet, seuls les avions convertis par Short portent ce nom. Celui-ci a été modifié en appareil civil en Australie et officiellement reste un Sunderland. Il fut construit par Short en 1944 et fut utilisé par les squadrons 201 et 422 de la RAF. En 1945, il fut mis au standard Mark V et doté de nouveaux moteurs Pratt & Whitney Twin Wasp Air avant de reprendre du service au sein du squadron 330. Il servit aussi dans la Royal New Zealand Air Force jusqu'en 1963, date à laquelle il fut revendu à la compagnie australienne Ansett Airways. Il effectua des liaisons régulières pour cette compagnie jusqu'en 1974. Il fut racheté par Charles Blair, propriétaire d'une petite compagnie aérienne dans les îles Vierges, qui le rebaptisa Excalibur 8. Ce n'est qu'en 1979 que son propriétaire actuel, Edward Hulton, s'en porta acquéreur. Malheureusement, alors que s'achevaient les travaux de réparation de l'avion sur l'aéroport de Chatham, celui-ci fut fort endommagé par l'ouragan d'octobre 1987. Finalement, il fut relancé le 3 juillet 1989. Le Sunderland peut accueillir 30 passagers, dispose d'une cuisine et d'un bar sur le pont supérieur, ce qui donne une idée approximative de la taille de l'appareil. Gageons que cet appareil unique sera présenté lors de nombreux shows dans les années à venir. Autre moment fort de la journée, le décollage de Sally B pour une simulation d'attaque. En fait, une séquence tirée de Memphis Belle, le nouveau film de David Putnam. Bien que Sally B ait déjà tourné pour la télévision, c'est sa première apparition sur le grand écran, avec toutes les complications que cela implique. Le B-25 Mitchell des Asses High ne fait pas partie de l'attaque, mais son nez a été spécialement adapté pour l'emport de caméras de prise de vue aérienne. Le Messerschmitt 109 décolle à présent pour intercepter Sally B. Mais déjà, il est suivi par le Mustang qui effectue une première passe d'attaque. Pendant ce temps, le Mitchell s'est aligné pour filmer toute la séquence. Le Messerschmitt se place dans la queue du bombardier pour mener son attaque, poursuivi par le Mustang. Les mitrailleuses du bombardier se déchaînent. Le Mitchell reste avec Sally B alors que le chasseur allemand revient pour une deuxième attaque. Le B-17 est touché et traîne derrière lui de longs panaches de fumée blanche qui s'échappent de ses moteurs en feu. Le vrai Memphis Belle opéra depuis la base de Bassingbourn avec le 91e Bomb Group. Ces images d'archives sont tirées d'un documentaire remarquable tourné en 1943 au cours duquel l'avion bombarda les abris des U-boats dans le port de Wilhelmshaven.
Le bombardier avait déjà accompli 24 missions en territoire ennemi. Tout le monde se demandait s'il serait le premier B-17 à effectuer 25 missions, ce qui permettait à son équipage de rentrer aux États-Unis après un tour d'opération complet. Le capitaine Chuck Layton, le sergent Bill Winchell, mitrailleur de sabord, et dans la tourelle, le sergent Harold Locke. À l'approche de l'objectif, le pilote, le capitaine Robert Morgan, ordonne aux membres de l'équipage de mettre leur casque. Au milieu de la flaque ennemie, le capitaine Vincent Evans, bombardier, dirige le pilote sur l'objectif. Pour cette mission, Memphis Bell était le leader de la formation. Bombe larguée. Alors que les B-17 du 324e Squadron terminaient leur attaque, le port de Wilhelmshaven était en flammes. Pourtant, le plus dur restait à venir. Maintenant, il fallait rentrer. Tout l'équipage est en alerte et guette l'arrivée des chasseurs ennemis. Terminerait-il cette dernière mission? Two fighters, 6 o'clock up, coming in, diving out, Chief. B-17 in trouble out at 2 o'clock, watching. With an engine on fire. There's 2 more diving through the 94th. 3 planes, 9 o'clock, coming around. Keep your eye on them, boys. Coming around to 10. Watch them, Chuck. Keep your eyes open. Yeah. They're breaking at 11, breaking at 11. I got 'em. Coming around underneath at 10 o'clock. I They'll go see 'em. through at 2 o'clock. Watch 'em, Scotty. I got sights on 'em. Check that B-17, Chuck, 3 o'clock. Motor's smoking. Fighters, 10:30, coming around. Those 10:30 upper or lower? B-17 out of control at 3 o'clock. Come on, you guys, get out of that plane. Bail out. There's one. He come out of the bomb bay. Yeah, I see him. There's a tail gunner coming out. Watch out for fighters. Keep your eye on them, Bill. See any parachutes, Quinlan? 2 parachutes. So black at 9 o'clock. 8 men still in that B-17. Come on, the rest of you guys. Get out of there. Come on, bail. So far, There's 3 more shoots. flag, 11 o'clock. Fighters, 6 ME o'clock. 109 at 3 o'clock. Keep after him, Mitchell. I see him. I'm on him. Come on, you son of a bitch. I got him. Quinlan, confirm that fighter. He got him, Chief. Look, he's bailing out. Damn it, don't yell on that intercom. Fighters, 10 o'clock. Watch those 2 and 12, man. They're coming in. They're coming in, Scotty. Get that ball turret on him. Save the ammunition as much as possible. Watch that fighter coming in at 3 o'clock. He's coming in a half roll. Pull her up, Chief. Pull her up. Hurry. Finalement, Memphis Bell rentra de sa 25e mission. C'était la première fois qu'un équipage terminait son tour d'opération. Après un passage au-dessus de la piste, le B-17 atterrit à Bassingbourn. Le dernier atterrissage, le moment qu'ils avaient tant attendu. L'équipage reçut 52 médailles et fut présenté au roi George VI et à la reine Élisabeth. Il avait abattu 8 avions ennemis et en avait endommagé une douzaine d'autres.
Pourrait-on recréer cette histoire en 1989? Il ne reste qu'une douzaine de B-17 en état de vol et quelques ME-109. Putnam parvint à obtenir 3 Buchan. L'un appartenait à Ray Hanna et les 2 autres à Charles Church et Nick Grass. En mai et juin, Celebi subit de profondes modifications pour ressembler à un B-17F. En fait, il n'y a plus qu'un seul B-17F d'origine. Il appartient à Bob Richardson et est basé aux États-Unis. Il devait rejoindre Celebi plus tard à Duxford. Alors que le meeting de Duxford battait son plein, on préparait Celebi pour le film qui devait débuter fin juin. Il fallait faire attention aux moindres détails, vérifier, revérifier les circuits de carburant, les différents systèmes et les 4 moteurs Cyclone, dont 2 seraient équipés de pots fumigènes. Au début de l'année, Pete Brown s'était rendu aux États-Unis. À Chino d'abord, pour inspecter le B-17 de David Talichet et lui demander s'il était d'accord de venir en Grande-Bretagne, puis à Seattle, où est stationné le B-17F de Bob Richardson. Tous les 2 avaient marqué leur accord. On vérifia sur tous les appareils le bon fonctionnement de la tourelle ventrale et les mitrailleuses de sabord. On démonta la tourelle de nez de Celebi qui fut remplacée par un cône de nez en plexiglas. Le département des effets spéciaux voulait faire des gros plans du bombardier touché par les mitrailleuses des Messerschmitt. Il fallut donc percer de trous le fuselage de l'appareil. Peter Brown recouvrit les trous de plaques métalliques fixés à des cylindres remplis de bourre et déclenchés par air comprimé afin de donner un effet des plus réalistes des impacts sur le fuselage. Il fallut aussi aménager l'intérieur de l'appareil pour les prises de vue intérieures. Même si tout ceci paraît simple, il faut quand même se dire que toutes ces modifications devaient préalablement recevoir l'accord de la CAA qui voulait s'assurer qu'elle ne pourrait en rien modifier les performances de l'avion en vol. Les moteurs de Celebi sont relativement neufs puisque ces anciens moteurs ont été échangés avec ceux du B-17 du musée de Hendon. Il faut souvent avoir recours à ce genre de méthode pour maintenir ces appareils en état de vol. Rapide regard sur la soute du bombardier, plus petite que celle du Lancaster. Le poste de pilotage de l'avion, comme c'était le cas pour la plupart des appareils américains de cette époque, était très spacieux. L'instrumentation de bord ainsi que les diverses commandes de vol de l'avion étaient disposées intelligemment. Les manches caractéristiques en forme de demi-volant, les jauges de température et de pression, les manettes de gaz. Les moindres recoins du cockpit étaient occupés, même les extincteurs étaient massifs. En combat, les membres d'équipage portaient tous des gants pour se préserver du froid. C'est bien évidemment le bombardier qui disposait de la meilleure visibilité. Même son poste de bombardement peut paraître complexe avec son système de visée Norden et, sur la gauche, les interrupteurs commandant l'ouverture de la soute et le largage des charges. La tourelle dorsale, armée de 2 mitrailleuses, pivotait sur 360 degrés. Quant au mitrailleur de queue, son poste de combat était vraiment minuscule. Le 17 juin fut le dernier jour où l'on put admirer Celebi dans sa livrée habituelle, car le lendemain, le B-17 entrait à l'atelier de peinture. Fin juin, les 2 B-17 américains ainsi que 2 appareils français avaient rejoint Celebi à Duxford, où ils s'alignaient maintenant tous les 5 côte à côte. Le Lucky Lady fut rebaptisé Mother and Country. L'avion de Richardson devint le Sea Cup, alors que le second appareil français était rebaptisé Baby Ruth. Quant à Celebi, elle deviendrait tour à tour Windy City, Memphis Belle, G-Ways, Maizita, Lady Jane,
Mary Lou et ses Libby. Les chasseurs ennemis avaient eux aussi été redécorés. On nettoya et vérifia les mitrailleuses. Puis on fixa les tourelles ventrales sous chaque avion. Les tourelles dorsales avaient, elles, toutes été mises au standard du B-17F, un joli tour de force. On apprêta aussi les mitrailleuses de sabord. Tous les matins, les équipes de tournage préparaient leur matériel. On fixait des caméras sur les appareils. Tous les détails avaient leur importance. Un objectif mal nettoyé et tout était à refaire. Il ne fallait rien laisser au hasard. Avant chaque séquence, les pilotes se retrouvaient pour assister au briefing donné par Mark Hanna qui détaillait les prises de la journée. Sort of established the shot. It's very simple. It's me in the 109 coming down with a reasonable amount of overtake, 40, 50 knots, something like that. And I'm simply going past here, okay, and going past, the shot really is going, cracking past this tail gunner in Sally B, okay? And that's it. And then I'll just exit and come round again and I'll keep going. Okay. Just keep doing it. We are establishing the time finally done to a direct radio call to us, which the engineers will monitor the airplane. Does the tail gun fire in your airplane? Yes. Right. But a point for the tail gunner, he should wear an oxygen mask and he shouldn't wear his goggles down. I don't know, but it looks like it. Okay. I think it'll be all right this afternoon. I think we ought to do it though. Yeah. And then, are you coming back? Yeah. Okay. And that's going to be going Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Après le briefing, Ray Hanna s'harnache dans l'étroit cockpit du Messerschmitt 109 avec l'aide de son fils. Try starting it without priming right. Give it one shot. Avant que la formation ne décolle, Ray Hanna tourne une autre séquence du film, au cours de laquelle le ME-109 attaque les B-17 sur leur terrain. Enfin, les moteurs des lourds bombardiers démarrent. Une fois que les 20 moteurs cyclones ont été lancés, l'équipe de tournage, les caméramans, les preneurs de son se préparent à filmer les prises.
Le rare Grumman Avenger de la Old Flying Machine Company décolle. Il servira pour les prises de vue aériennes. L'un après l'autre, les B-17 s'alignent sur la piste. Le Sea Cup de Bob Richardson. Baby Root, le B-17G de Crail, qui fut détruit après avoir quitté la piste de Benbrook et s'être écrasé dans un champ et qui brûla. Heureusement, il n'y eut pas de blessés graves parmi les 10 personnes à bord à ce moment. Mais pour cette sortie, tout était paré. Celebi décolle, suivi par les 4 autres appareils, une formation unique en cette journée d'été de 1989. Viennent ensuite les Mustangs, assurant la couverture aérienne des B-17. Et le Messerschmitt de Mark Hanna, prêt pour l'interception. Les 5 forteresses volantes se regroupent près de l'Avenger pour les différentes prises de vue aériennes. Après chaque vol, les B-17 sont ravitaillés en carburant et réarmés pour les séquences suivantes. Depuis quelques années, les cinéastes utilisent en coordination avec leurs caméras des caméras vidéo qui permettent de visionner directement les différents plans plutôt que d'attendre le développement des films. Les prises de vue se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'été. Pour le meeting de West Malling, Celebi portait toujours le camouflage et les marquages de Memphis Belle. Seule Sally avait été repeinte sur le nez de l'appareil. Après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, les États-Unis entrèrent dans la guerre du Pacifique. Ce fut surtout une guerre entre porte-avions. En février 1943, apparut un nouveau chasseur au-dessus de Bougainville, le Yacht Chance Corsair, un appareil qui allait bientôt devenir le cauchemar des pilotes nippons. Propulsé par un moteur radial Pratt & Whitney Double Wasp de plus de 2000 chevaux,
Le Corsair fut le premier avion américain à dépasser la vitesse de 650 km/h en vol horizontal, et ce, dès octobre 1940. Les débuts du Corsair furent assez mouvementés, car il offrait une visibilité très réduite à l'atterrissage, un lourd handicap pour un avion embarqué. Sur les versions suivantes, le siège fut surélevé, la verrière fut modifiée et la roulette de queue fut étendue. Le Grumman F-7F Tiger Cat est un autre appareil spécialement conçu pour le théâtre du Pacifique. Ce modèle est unique en Europe. Il appartient à la société Plain Sailing qui possède également un Catalina. Il est présenté ici par le Flight Lieutenant Paul Warren Wilson. Le Tiger Cat a fait très forte impression auprès du public après sa première saison. Le prototype effectua son vol initial le 2 novembre 1943 par accident, alors que le pilote d'essai Bob Hall effectuait un roulage rapide sur la piste. Le moteur de l'avion était si puissant que celui-ci prit l'air avant que son pilote ne réalise ce qui se passait. Les principaux utilisateurs du Tiger Cat furent l'US Navy et le corps des Marines qui l'employèrent comme chasseur de nuit et appareil de reconnaissance. Malheureusement, ce magnifique chasseur arriva trop tard pour prendre part au conflit et fut rapidement surclassé par des appareils plus rapides après la guerre. En revanche, la production du Corsair se poursuivit jusqu'en 1952. 12 571 appareils furent construits. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Corsair fut encore employé au combat par l'armée de l'air en Indochine et en Corée par les États-Unis. Le principal opposant du Corsair fut sans conteste le Mitsubishi A6M Zeke, mieux connu sous le nom de Zero. Le premier Zero prit l'air le 1er avril 1939. Il avait un rayon d'action de plus de 3000 km, ce qui, à cette époque, était exceptionnel pour un chasseur. Il était extrêmement maniable et avait fait ses preuves au combat durant la guerre sino-japonaise. Il fut aussi utilisé comme avion torpilleur, pouvant opérer aussi bien à partir de bases terrestres que de porte-avions. Au début, il fut un rude adversaire pour les pilotes américains, car il était plus agile que tous les appareils déployés par les Alliés dans le Pacifique. Mais cette maniabilité était contrebalancée par l'absence de réservoirs auto-obstruants et de plaques de blindage pour protéger le pilote. C'est pourquoi, quand il était touché, il se transformait rapidement en une gigantesque boule de feu, laissant bien peu de chance au pilote de s'en sortir vivant. Au cours de la guerre, le Zero subit de nombreuses modifications, mais ne put jamais rivaliser avec les Hellcat, Lightning et Corsair américains. Ce Canberra de la RAF aussi est bien connu. Le Canberra fut le premier bombardier à réaction britannique. Il vola pour la première fois en 1949. Il servit de bombardier tactique, d'avion de reconnaissance, de chasseur de nuit, d'appareils d'entraînement, de tracteurs de cible et d'appareils de guerre électronique. 1461 exemplaires furent produits et utilisés en Malaisie et lors de la crise de Suez en 1956. Au début des années 50, le Canberra établit de nombreux records d'endurance. Il fut retiré du service actif au cours des années 70. On ne peut plus parler des Warbirds sans évoquer l'imposant bombardier Vulcan. Cet appareil fut surtout utilisé comme bombardier stratégique dans la politique de dissuasion nucléaire. En 1982, cependant, il accomplit la plus longue mission de bombardement tactique de l'histoire lorsqu'il bombarda l'aérodrome de Port Stanley au Malouine. Parti de l'île de l'Ascension, il parcourut plus de 14 500 km. La mission nécessita pas moins de 6 ravitaillements en vol, effectués par 11 Victor K2 des squadrons 55 et 57.
Traditionnellement, le bouquet final du meeting de Westmaling est le vol en formation de tous les Warbirds en l'honneur de Ted White, le fondateur de cette manifestation, et de la B-17 Preservation Limited qui maintient Salibi en état de vol à la mémoire des 79 000 aviateurs américains qui donnèrent leur vie en Europe au cours de la dernière guerre. Ted White disparut tragiquement en 1982 à bord de son AT-6 Texan. Alors, avant de nous quitter, revoyons encore une dernière fois ces fabuleux Warbirds, témoins vivants de notre histoire. Comme toujours, c'est Salibi qui clôture cette journée empreinte de joie, de tristesse et de nostalgie. Espérons que longtemps encore, nous pourrons entendre le ronronnement de ces moteurs dans le ciel de Westmaling.
La patrouille, qui vole sur 9 British Aerospace Hawk T-1A, s'est, depuis sa création, produite devant des millions de spectateurs dans 38 pays différents. En fait, la patrouille est une escadrille à part entière, puisqu'en cas de conflit, ces appareils seraient camouflés, armés de 2 canons de 30 mm et de missiles Sidewinder, et viendraient appuyer les autres escadrilles de défense aérienne de la RAF. L'une des manœuvres les plus spectaculaires de la démonstration est le rollback, adopté maintenant par de nombreuses patrouilles étrangères. La présentation en vol comprend 18 figures comme le Diamant à 9, les formations Concorde, Apollo, Swan et Big Seven. La patrouille met en œuvre 2 solos qui effectuent des croisements devant le public pendant que le reste de la patrouille change de formation. Les 9 pilotes de la patrouille viennent de divers squadrons de chasse de la RAF et ont au moins 10 ans d'expérience sur jet. Chaque membre passe 3 ans au sein de la patrouille avant de retourner dans une unité opérationnelle ou de devenir instructeur. Outre les 9 pilotes, la patrouille comprend un manager qui s'occupe à la fois du commentaire qui accompagne chaque show des Red Arrows et de tous les problèmes d'organisation. Un travail exigeant quand on sait que certains jours, les Red Arrows effectuent 2 ou 3 démonstrations. La patrouille fut formée en 1956 sous la direction du Flight Lieutenant Lee Jones, un ancien membre des Black Arrows. Il fut remplacé l'année suivante par Ray Hanna, qui demeura leader de la formation jusqu'à la fin de la saison 69. Vu l'enthousiasme dont font preuve les Britanniques pour l'aviation en général et les Warbirds en particulier, les organisateurs du meeting de West Melling s'efforcent de présenter chaque fois un appareil nouveau qui n'a jamais été montré au public. Pour cette édition, ils se sont surpassés en présentant ce magnifique Short Sunderland, seul exemplaire à voler aujourd'hui. Moment très attendu, le show du Sunderland, piloté par Ken Emmott, ancien commandant de bord sur 747 à la British Airways, a suscité l'admiration de tous. Pilote de Catalina pendant la guerre, Emmott avait piloté la version civile du Sunderland, le Sandringham, pour le compte de la British Overseas Air Company. Bien qu'il soit dépourvu d'armement, cet appareil n'est pas un Sandringham. En effet, seuls les avions convertis par Short portent ce nom. Celui-ci a été modifié en appareil civil en Australie et officiellement reste un Sunderland. Il fut construit par Short en 1944 et fut utilisé par les squadrons 201 et 422 de la RAF. En 1945, il fut mis au standard Mark V et doté de nouveaux moteurs Pratt & Whitney Twin Wasp Air avant de reprendre du service au sein du squadron. Le premier vol du prototype du Tiger Moth remonte au 26 octobre 1931. Une version améliorée de l'appareil fut équipée d'un moteur Gypsy Major de 130 chevaux et désigné Time-Out 2 par la RAF. Autre appareil construit à la même époque par de Havilland, le DH-84 Dragon, appartenant à Aer Lingus. Le prototype décolla pour la première fois le 24 novembre 1932 et, vu son succès comme avion de ligne léger, avion taxi et bombardier léger, de Havilland décida d'en produire 115 exemplaires. Cet appareil-ci fut évalué en vol par Geoffroy de Havilland lui-même depuis le terrain d'Hartfield le 18 avril 1936. Utilisé comme avion de tourisme, il fut retiré du service en 1959 avant d'être acheté par Aer Lingus en 1967 et remis en état de vol en 1986. Au début des années 30, les États-Unis cherchaient aussi un appareil d'entraînement. Ironie du sort, ce ne fut qu'après le départ de Lloyd Stearman pour la compagnie Lockheed que fut construit un avion qui portait son nom. En 1934, Boeing avait repris la division Stearman des United Aircraft. En octobre de cette même année, l'US Army porta son choix sur le Stearman X-75 qui fut rebaptisé PT-13. C'était la première fois qu'un avion répondait à la fois aux exigences de l'armée et de la marine, et l'on raconta même que c'était la première fois que l'US Army et la Navy se mettaient d'accord sur quelque chose. En tout, 10 346 PT-13, PT-17, N2S et Cadet furent livrés, dont 500 exemplaires munis d'un cockpit fermé.
Au début des années 40, on en comptait des centaines alignés sur les bases de l'US Army. La marine les avait surnommés le péril jaune, jaune à cause de la couleur des ailes et péril parce qu'il était déconseillé de s'en approcher quand un pilote débutant était aux commandes. Voici l'un de ces appareils. Il commença sa carrière au sein de l'US Navy en 1942, puis, après la guerre, fut utilisé comme avion agricole. En 1987, Hugo Carr le modifia pour que quelqu'un puisse tenir sur les ailes. Ce quelqu'un, c'est Helen Tempest. Retenue seulement par un simple harnais, elle est la plus jeune personne à faire ce genre d'exhibition en Grande-Bretagne et est l'actuelle détentrice du record du monde de wing walking avec 2 heures 4 minutes passées sur les ailes d'un avion. L'appareil présenté ici est doté d'un moteur de 450 chevaux et peut atteindre la vitesse de 240 km/h. Les grands shows aériens attirent toujours des appareils rares, comme le sont les îles Vierges, qui le rebaptisa Excalibur 8. Ce n'est qu'en 1979 que son propriétaire actuel, Edward Hulton, s'en porta acquéreur. Malheureusement, alors que s'achevaient les travaux de réparation de l'avion sur l'aéroport de Chatham, celui-ci fut fort endommagé par l'ouragan d'octobre 1987. Finalement, il fut relancé le 3 juillet 1989. Le Sunderland peut accueillir 30 passagers, dispose d'une cuisine et d'un bar sur le pont supérieur, ce qui donne une idée approximative de la taille de l'appareil. Gageons que cet appareil unique sera présenté lors de nombreux shows dans les années à venir. Autre moment fort de la journée, le décollage de Sally B pour une simulation d'attaque. En fait, une séquence tirée de Memphis Belle, le nouveau film de David Putnam. Bien que Sally B ait déjà tourné pour la télévision, c'est sa première apparition sur le grand écran, avec toutes les complications que cela implique. Le B-25 Mitchell des Asses High ne fait pas partie de l'attaque, mais son nez a été spécialement adapté pour l'emport de caméras de prise de vue aérienne. Le Messerschmitt 109 décolle à présent pour intercepter Sally B. Mais déjà, il est suivi par le Mustang qui effectue une première passe d'attaque. Pendant ce temps, le Mitchell s'est aligné pour filmer toute la séquence. Le Messerschmitt se place dans la queue du bombardier pour mener son attaque, poursuivi par le Mustang. Les mitrailleuses du bombardier se déchaînent. Le Mitchell reste avec Sally B alors que le chasseur allemand revient pour une deuxième attaque. Le B-17 est touché et traîne derrière lui de longs panaches de fumée blanche qui s'échappent de ses moteurs en feu. Le vrai Memphis Belle opéra depuis la base de Bassingbourn avec le 91e Bomb Group. Ces images d'archives sont tirées d'un documentaire remarquable tourné en 1943 au cours duquel l'avion bombarda les abris des U-boats dans le port de Wilhelmshaven. Le bombardier avait déjà accompli 24 missions en territoire ennemi. Tout le monde se demandait s'il serait le premier B-17 à effectuer 25 missions, ce qui permettait à son équipage de rentrer aux États-Unis après un tour d'opération complet. Le capitaine Chuck Layton, le sergent Bill Winchell, mitrailleur de sabord.
C'est dans le sud de l'Angleterre, sur la base de Westmaling, célèbre pour le rôle qu'elle a joué dans la Deuxième Guerre mondiale, que se tenait en 1989 le 8e grand rassemblement de Warbirds. À partir de 1943, les B-17 furent escortés au-dessus de l'Allemagne par l'un des meilleurs chasseurs de l'époque, le P-51 Mustang. En 1940, le British Purchasing Council cherchait déjà un chasseur capable de suivre les bombardiers au-dessus de l'Allemagne, car le Spitfire et le Hurricane n'avaient pas suffisamment d'endurance. North American releva le défi et sortit son prototype en 117 jours. L'avion était propulsé par un moteur Allison de 1100 chevaux. Mais malgré d'indéniables qualités en combat aérien, ses performances restaient insuffisantes à haute altitude. En 1942, les responsables de la RAF proposèrent d'équiper l'appareil de moteurs Merlin plus puissants. La combinaison entre le moteur Rolls-Royce et les longs rayons d'action de l'appareil firent du Mustang le premier chasseur à traverser la frontière allemande au cours d'un raid sur Dortmund. En bien peu de chance aux pilotes de s'en sortir vivants. Au cours de la guerre, le Zero subit de nombreuses modifications, mais ne put jamais rivaliser avec les Hellcat, Lightning et Corsair américains. Ce Canberra de la RAF aussi est bien connu. Le Canberra fut le premier bombardier à réaction britannique. Il vola pour la première fois en 1949. Il servit de bombardier tactique, d'avion de reconnaissance, de chasseur de nuit, d'appareils d'entraînement, de tracteurs de cible et d'appareils de guerre électronique. 1461 exemplaires furent produits et utilisés en Malaisie et lors de la crise de Suez en 1956. Au début des années 50, le Canberra établit de nombreux records d'endurance. Il fut retiré du service actif au cours des années 70. On ne peut plus parler des Warbirds sans évoquer l'imposant bombardier Vulcan. Cet appareil fut surtout utilisé comme bombardier stratégique dans la politique de dissuasion nucléaire. En 1982, cependant, il accomplit la plus longue mission de bombardement tactique de l'histoire lorsqu'il bombarda l'aérodrome de Port Stanley au Malouine. Parti de l'île de l'Ascension, il parcourut plus de 14 500 km. La mission nécessita pas moins de 6 ravitaillements en vol, effectués par 11 Victor K2 des squadrons 55 et 57. Traditionnellement, le bouquet final du meeting de Westmaling est le vol en formation de tous les Warbirds en l'honneur de Ted White, le fondateur de cette manifestation, et de la B-17 Preservation Limited, qui maintient Celebi en état de vol, à la mémoire des 79 000 aviateurs américains qui donnèrent leur vie en Europe au cours de la dernière guerre. Ted White disparut tragiquement en 1982 à bord de son AT-6 Texan. Alors, avant de nous quitter, revoyons encore une dernière fois ces fabuleux Warbirds, témoins vivants de notre histoire. Autre moment fort de la journée, le décollage de Celebi pour une simulation d'attaque. En fait, une séquence tirée de Memphis Belle, le nouveau film de David Putnam. Bien que Celebi ait déjà tourné pour la télévision, c'est sa première apparition sur le grand écran, avec toutes les complications que cela implique. Le B-25 Mitchell des Asses High ne fait pas partie de l'attaque, mais son nez a été spécialement adapté pour l'emport de caméras de prise de vue aérienne.
Le Messerschmitt 109 décolle à présent pour intercepter Celebi. Mais déjà, il est suivi par le Mustang qui effectue une première passe d'attaque. Pendant ce temps, le Mitchell s'est aligné pour filmer toute la séquence. Le Messerschmitt se place dans la queue du bombardier pour mener son attaque, poursuivi par le Mustang. Les mitrailleuses du bombardier se déchaînent. Le Mitchell reste avec Celebi alors que le chasseur allemand revient pour une deuxième attaque. Le B-17 est touché et traîne derrière lui de longs panaches de fumée blanche qui s'échappent de ses moteurs en feu. Le vrai Memphis Belle opéra depuis la base de Passing Burn avec le 91e Bomb Group. Ces images d'archives sont tirées d'un documentaire remarquable tourné en 1943 au cours duquel l'avion bombarda les abris des U-boats dans le port de Wilhelmshaven. Le bombardier avait déjà accompli 24 missions en territoire ennemi. Tout le monde se demandait s'il serait le premier B-17 à effectuer 25 missions, ce qui permettait à son équipage de rentrer aux États-Unis après un tour d'opération complet. Le capitaine Chuck Layton, le sergent Bill Winchell, mitrailleur de sabord, et dans la tourelle, le sergent Harold Locke. À l'approche de l'objectif, le pilote, le capitaine Robert Morgan, ordonne aux membres de l'équipage de mettre leur casque. Au milieu de la flaque ennemie, le capitaine Vincent Evans, bombardier, dirige le pilote sur l'objectif. Pour cette mission, Memphis Belle était le leader de la formation. Bombe larguée. Escadrille de Hurricane que de Spitfire. Premier monoplan à entrer en service au sein de la RAF, le Hurricane devint rapidement un avion polyvalent, utilisé tant pour la chasse que pour l'attaque au sol. Il était un peu plus lent que le Spitfire et le ME-109, mais constituait une plateforme de tir très stable et était plus facile à fabriquer et à réparer que le Spitfire et son aile elliptique. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Sidney Cam. Il fut bientôt surclassé par le Focke-Wulf 190, mais continua à être utilisé sur tous les fronts comme chasseur et bombardier léger. Le Spitfire prit l'air pour la première fois le 6 mars 1936 aux mains de Mutt Summers depuis le terrain de Eastleigh. Il apparut très vite que ce serait un appareil exceptionnel. Sujet à de constantes améliorations, le Spitfire fut doté de moteurs plus performants comme le Griffon qui développait une puissance double de celle des premiers Merlin. Cet appareil-ci est l'un des 3 Spitfire Mark 19 utilisés par le Battle of Britain Memorial Flight. Il est piloté par le squadron leader Paul Day. Cette association a vu le jour sur la base de Biggin Hill en 1967 et a pour but de rappeler le rôle vital joué par la RAF dans la défense de la Grande-Bretagne. L'Avro Shackleton est un dérivé direct du Lancaster. Après la guerre, les Lancaster furent transformés en Lincoln. Initialement, le Shackleton était un Lincoln Mark III qui devait remplacer les B-17 et Liberator du Coastal Command dans les missions de lutte anti-sous-marine. Le retrait des Short Sunderland au début des années 50 força le Coastal Command à se rabattre de plus en plus sur le Shackleton pour assurer ses missions de reconnaissance, car il pouvait emporter des bombes, des charges de profondeur et d'autres équipements nécessaires aux opérations en mer. L'appareil que nous voyons sur ces images est un Shackleton AEW-2. Il est basé à Lossmouth. Il est propulsé par 4 moteurs Griffon à hélice contrarotative. Le Shack, comme on l'appelle généralement, a un énorme rayon d'action. Il a eu une carrière opérationnelle exceptionnelle puisqu'il a été utilisé pour la première fois en 1949 et que son retrait est prévu pour 1990, date à laquelle la RAF recevra ses premiers AWACS. Le meeting de Westmelling était aussi l'occasion de fêter le 25e anniversaire de la patrouille acrobatique britannique. Les Red Arrows, commandés cette année par le squadron leader Tim Miller.
La patrouille, qui vole sur 9 British Aerospace Hawk T-1A, s'est, depuis sa création, produite devant des millions de spectateurs dans 38 pays différents. En fait, la patrouille est une escadrille à part entière, puisqu'en cas de conflit, ces appareils seraient camouflés, armés de 2 canons de 30 mm et de l'un des meilleurs pilotes acrobatiques britanniques. Ce PT-23 est l'un des 4 derniers appareils de ce type au monde et actuellement le seul à voler en Europe. Il est peint aux couleurs de l'US Army Corps et représente le second prototype du Sherman Fairchild, équipé d'un moteur radial continental de 200 chevaux, identique à celui qui propulsait le char Sherman. Le PT Flight est né en 1980. Son premier avion fut un Ryan PT-22 Recruit qui avait été conçu en 1934 par Claude Bryan, le constructeur du Spirit of St. Louis, à bord duquel Charles Lindbergh avait fait sa traversée de l'Atlantique sans escale. Tout comme le Tiger Moth, c'était un avion d'entraînement dans lequel chaque élève pilote effectuait ses 40 premières heures de vol avant de pouvoir monter à bord du PT-23 ou du BT-13 Vultee doté d'un cockpit fermé. C'est John Farley, le pilote d'essai du Harrier, qui est aux commandes du PT-23. Reg Hallam, ancien pilote d'essai, et Mike Oliver, pilote d'essai chez British Aerospace, pilotent les 2 PT-22, tandis que Bob Mitchell, dernier de la formation, pilote le Vultee. Le véritable nom du Vultee est en fait le Vaillant. On en produisit à partir de 1945 plus de 9500, à la fois pour le compte de l'US Army que pour la Navy. Plus grand que la plupart des autres appareils d'entraînement, il fut construit à un plus grand nombre que les autres avions de sa génération. La simulation de combat entre 2 des plus grands chasseurs de la dernière guerre, le Spitfire et le Messerschmitt 109, fut l'un des temps forts du show. Le ME-109 est en fait un Buchon espagnol. Il appartient à Ray et Mark Hanna. La seule chose qui différencie le Buchon du ME-109 d'origine, c'est son moteur Rolls-Royce Merlin qui remplace le moteur Daimler-Benz. Le 109 était un chasseur étonnant et révolutionnaire à plus d'un titre. Il était équipé, entre autres, d'un moteur à injection qui lui permettait de voler sur le dos en combat, ce que le Spitfire ne pouvait pas faire. Il disposait également d'un canon de 20 mm dans le moyeu de l'hélice, de 4 mitrailleuses, dont 2 montées sur le bâtimoteur. Mais le Spitfire reste sans doute pour beaucoup l'un des plus beaux avions du monde. Il était si bon qu'on en produisit pendant et après la guerre 24 versions différentes. Le ME-109 avait l'inconvénient d'avoir un train d'atterrissage étroit, ce qui joua bien des tours à certains pilotes en phase d'atterrissage. Son autonomie était limitée et son capot moteur offrait une visibilité réduite à son pilote, surtout au sol. L'hélice de 4 mitrailleuses, dont 2 montées sur le bâtimoteur. Mais le Spitfire reste sans doute pour beaucoup l'un des plus beaux avions du monde. Il était si bon qu'on en produisit pendant et après la guerre 24 versions différentes. Le ME-109 avait l'inconvénient d'avoir un train d'atterrissage étroit, ce qui joua bien des tours à certains pilotes en phase d'atterrissage. Son autonomie était limitée et son capot moteur offrait une visibilité réduite à son pilote, surtout au sol. Il faut rappeler qu'en 1940, au cours de la bataille d'Angleterre, les ME-109 étaient supérieurs en nombre et en performance aux appareils alignés par la RAF et que les pilotes allemands avaient déjà pour la plupart une expérience du combat acquise lors de la guerre d'Espagne. Le Spitfire avait lui aussi ses inconvénients. Un train trop étroit, mais surtout un moteur équipé de carburateurs qui l'empêchait de rester longtemps en vol inversé. Aucun hommage aux équipages de la Deuxième Guerre ne serait complet sans ce fameux trio, le Lancaster, le Spitfire et le Hurricane du Battle of Britain Memorial Flight, basé à Coningsby, dans le Lincolnshire. Le Hurricane est issu du génie de Sidney Cam. Le Spitfire, quant à lui, fut extrapolé d'un des vainqueurs de la Coupe Schneider par Reginald Mitchell. Le Lancaster, enfin, fut conçu par Roy Chadwick. Cet imposant bombardier fut développé à partir de l'Avro Manchester, un bimoteur dont la carrière opérationnelle ne fut pas une grande réussite.
L'addition de 2 moteurs supplémentaires en fit rapidement l'un des plus grands bombardiers de la Deuxième Guerre. En 1941, les choses ne se déroulaient pas très bien pour les escadrilles de bombardiers britanniques. En effet, les Lancaster, Halifax et Stirling ne disposaient pas d'aide à la navigation fiable. Ils devaient voler des milliers de kilomètres en pleine nuit pour attaquer un objectif qui avait parfois la taille d'une usine, en utilisant uniquement un compas, des cartes et en se guidant sur les étoiles. Il fallut attendre 1942 et l'arrivée du système de guidage oboé et des Pathfinder pour qu'enfin les bombardiers puissent faire la preuve de leur puissance. Le succès du Lancaster était dû à sa soute à bombe de grande dimension qui pouvait accueillir des bombes Tallboy de 5436 kg ou des bombes ricochantes utilisées par le 617e Squadron pour détruire les barrages de la Maune, de l'Eder et de la Ruhr le 16 mai 1944. Au cours de l'été 40, il y avait bien plus d'escadrilles de Hurricane que de Spitfire. Premier monoplan à entrer en service au sein de la RAF, le Hurricane devint rapidement un avion polyvalent, utilisé tant pour la chasse que pour l'attaque au sol. Il était un peu plus lent que le Spitfire et le ME-109, mais constituait une plateforme de... Guys, get out of there. Come on, Bill. So far, just 3 more shoots. Flag, 11 o'clock. Fighters, 6 o'clock. ME-109 at 3 o'clock. Keep after him, would you? I see him. I'm on him. Come on, you son of a bitch. He got him, Chief. Look, he's bailing out. Damn it, don't yell on that intercom. Fighters, 10 o'clock. Watch those 2 and 12, Vin. They're coming in. They're coming in, Scotty. Get that ball turret on him. Save the ammunition as much as possible. Watch that fighter coming in at 3 o'clock. He's coming in a half roll. Pull her up, Chief. Pull her up. Hurry. Finalement, Memphis Belle rentra de sa 25e mission. C'était la première fois qu'un équipage terminait son tour d'opération. Après un passage au-dessus de la piste, le B-17 atterrit à Bassingbourn. Le dernier atterrissage, le moment qu'ils avaient tant attendu. L'équipage reçut 52 médailles et fut présenté au roi George VI et à la reine Élisabeth. Il avait abattu 8 avions ennemis et en avait endommagé une douzaine d'autres. Pourrait-on recréer cette histoire en 1989 ? Il ne reste qu'une douzaine de B-17 en état de vol et quelques ME-109. Putnam parvint à obtenir 3 Buchan. L'un appartenait à Ray Hanna et les 2 autres à Charles Church et Nick Grass. En mai et juin, Saliby subit de profondes modifications pour ressembler à un B-17F. En fait, il n'y a plus qu'un seul B-17F d'origine. Il appartient à Bob Richardson et est basé aux États-Unis. Il devait rejoindre Saliby plus tard à Duxford. Alors que le meeting de Duxford battait son plein, on préparait Saliby pour le film qui devait débuter fin juin. Il fallait faire attention aux moindres détails, vérifier, revérifier les circuits de carburant, les différents systèmes et les 4 moteurs Cyclone, dont 2 seraient équipés de pots fumigènes. Au début de l'année, entre les 9 pilotes, la patrouille comprend un manager qui s'occupe à la fois du commentaire qui accompagne chaque show des Red Arrows et de tous les problèmes d'organisation. Un travail exigeant quand on sait que certains jours, les Red Arrows effectuent 2 ou 3 démonstrations. La patrouille fut formée en 1956 sous la direction du Flight Lieutenant Lee Jones, un ancien membre des Black Arrows. Il fut remplacé l'année suivante par Ray Hanna, qui demeura leader de la formation jusqu'à la fin de la saison 69.
Vu l'enthousiasme dont font preuve les Britanniques pour l'aviation en général et les Warbirds en particulier, les organisateurs du meeting de Westmelling s'efforcent de présenter chaque fois un appareil nouveau qui n'a jamais été montré au public. Pour cette édition, ils se sont surpassés en présentant ce magnifique Short Sunderland, seul exemplaire à voler aujourd'hui. Moment très attendu, le show du Sunderland, piloté par Ken Emmott, ancien commandant de bord sur 747 à la British Airways, a suscité l'admiration de tous. Pilote de Catalina pendant la guerre, Emmott avait piloté la version civile du Sunderland, le Sandringham, pour le compte de la British Overseas Air Company. Bien qu'il soit dépourvu d'armement, cet appareil n'est pas un Sandringham. En effet, seuls les avions convertis par Short portent ce nom. Celui-ci a été modifié en appareil civil en Australie et officiellement reste un Sunderland. Il fut construit par Short en 1944 et fut utilisé par les squadrons 201 et 422 de la RAF. En 1945, il fut mis au standard Mark V et doté de nouveaux moteurs Pratt & Whitney Twin Wasp Air avant de reprendre du service au sein du squadron 330. Il servit aussi dans la Royal New Zealand Air Force jusqu'en 1963, date à laquelle il fut revendu à la compagnie australienne Ansett Airways. Il effectua des liaisons régulières pour cette compagnie jusqu'en 1974. Il fut racheté par Charles Blair, propriétaire d'une petite compagnie aérienne dans les îles Vierges, qui le rebaptisa Excalibur 8. Ce n'est qu'en 1979 que son propriétaire actuel, Edward Hulton, s'en porta acquéreur. Malheureusement, alors que s'achevaient les travaux de réparation de l'avion sur l'aéroport de Chatham, celui-ci fut fort endommagé par l'ouragan d'octobre 1987. Finalement, il fut relancé le 3 juillet 1989. Le Sunderland peut accueillir 30 passagers, dispose d'une cuisine et d'un bar sur le pont supérieur, ce qui donne une idée approximative de la taille de l'appareil. Gageons que cet appareil unique sera présenté lors de nombreux shows dans les années à venir. Les moteurs des lourds bombardiers démarrent. Une fois que les 20 moteurs cyclones ont été lancés, l'équipe de tournage, les caméramans, les preneurs de son se préparent à filmer les prises. Le rare Grumman Avenger de la Old Flying Machine Company décolle. Il servira pour les prises de vue aériennes. L'un après l'autre, les B-17 s'alignent sur la piste. Le Sea Cup de Bob Richardson. Baby Root, le B-17G de Crail, qui fut détruit après avoir quitté la piste de Benbrook et s'être écrasé dans un champ et qui brûla. Heureusement, il n'y eut pas de blessés graves parmi les 10 personnes à bord à ce moment. Mais pour cette sortie, tout était paré. Celebi décolle, suivi par les 4 autres appareils, une formation unique en cette journée d'été de 1989.